Le bilan, il est plutôt négatif, hein, c'est-à-dire il y a une histoire qui fait maintenant presque plus de 50 ans d'intégration régionale, aussi bien en Amérique centrale que dans les Andes, ou dans la Caraïbe, ou dans le cône sud. Et quelle que soit la variable, quels que soient les indicateurs que l'on utilise pour essayer de mesurer un éventuel succès en termes d'échanges commerciaux, en termes de projets de coopération communs, en termes d'institutions aussi, est-ce qu'elles ont un caractère supranational ou pas, est-ce qu'il y a un engagement politique de la part des pays à travailler ensemble, etc. Quel que soit l'indicateur que l'on retient, l'histoire elle est assez chaotique, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de déceptions. Mais en même temps, ce qui attire l'attention, ce qui est surprenant, c'est qu'en dépit de ces crises, il y a toujours eu, après des crises, des relances, et que la plupart des pays d'Amérique latine continuent à insister, à lancer de nouvelles expériences, à relancer les anciennes, à les réformer, et continuent à croire que l'intégration régionale est possible et souhaitable dans la région. Si on prend la dimension économique, par exemple, je crois que les principaux obstacles ont toujours été que les pays produisent tous plus ou moins la même chose et que par conséquent, il n'est pas très facile d'intensifier des échanges réciproques quand en fait ils ont beaucoup plus de relations avec le reste du monde que des échanges à l'intérieur de la zone. Ça a aussi à voir avec les problèmes d'infrastructure. Enfin, c'est un héritage finalement d'une structure assez coloniale, hein, ou de dépendance vis-à-vis du reste du monde. Quant à la dimension plus politique, je pense que il y a une volonté de ne pas céder de la souveraineté. Ce sont des pays qui sont toujours restés à un niveau de coopération strictement intergouvernementale, qui refusent d'envisager de construire des institutions supranationales. C'est aussi dû au fait que dans certaines régions, la situation est assez asymétrique, déséquilibrée. On imagine mal le Brésil, par exemple, cédant de la souveraineté et contribuant à la construction d'institutions supranationales. Mais c'est le cas partout, même dans des régions plus équilibrées comme l'Amérique centrale, on a des petits pays. Ils n'ont jamais vraiment voulu franchir ce pas du supranational. Je pense que c'est essentiellement dû au fait qu'il n'y a jamais eu de traumatisme historique comme la Seconde Guerre mondiale, par exemple en Europe, qui puisse justifier qu'à un moment des pays acceptent de céder de la souveraineté pour éviter par exemple une nouvelle guerre. Il n'y a pas de traumatisme historique très fort dans la région. Il y a des nouveaux regroupements depuis quelques années, c'est assez intéressant. Il y a l'Alliance bolivarienne pour les Amériques autour du Venezuela de Hugo Chavez, qui est très politique, mais qui est aussi des formes de coopération assez innovantes. Il y a la UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, qui est très récente, qui est un nouveau regroupement à l'échelle de l'Amérique du Sud, qui est un petit peu une fusion entre la communauté andine et le Mercosur. Bon, je pense que le panorama il est déjà extrêmement complexe, mais ce que je viens de mentionner explore de nouvelles voies. L'UNASUR, c'est un accord, le traité a été signé en 2008, donc c'est très récent, très pragmatique, qui met l'accent sur un certain nombre de thèmes qui n'ont jamais vraiment été présents sur l'agenda des discussions intergouvernementaux, par exemple le thème des infrastructures, par exemple le thème de la finance, par exemple le thème de la sécurité, sont des thèmes qui sont relativement, le thème de l'énergie aussi, sont des thèmes qui sont relativement nouveaux. Curieusement d'ailleurs, parce que c'est un petit peu difficile de comprendre pourquoi l'Amérique latine n'a jamais vraiment travaillé, par exemple, le thème des infrastructures, alors que c'est un thème clé si on veut développer le commerce dans la zone. Mais ce sont des accords qui sont très pragmatiques. Même l'ALBA, c'est un accord qui est très pragmatique. Si on met de côté tout le discours politique de Hugo Chavez sur la solidarité bolivarienne, etc., concrètement, c'est surtout de l'argent vénézuélien qui sert à envoyer des médecins cubains pour opérer de la cataracte sur les hauts plateaux de la Bolivie. C'est-à-dire ce genre de coopération triangulaire, avec un volet pétrolier aussi, évidemment, hein, tous les accords qui permettent à des pays d'accéder à la richesse pétrolière vénézuélienne. Donc il y a des choses qui changent, c'est vrai, il y a des accords plus pragmatiques et qui, de ce point de vue, ont peut-être plus de chances de donner des résultats. Traditionnellement, si je prends le rôle de l'Europe, c'est un continent qui a cherché à exporter son modèle, clairement, dans les Andes, en Amérique centrale. Donc il y a eu un rôle politique. En même temps, l'Europe a signé des accords d'association avec le Mexique, avec le Chili, négocie dans d'autres zones. C'est un peu compliqué. Il y a une bonne entente politique, je dirais, mais
il y a toujours cet obstacle d'un certain protectionnisme européen qui empêche par exemple le Mercosur de signer un accord avec l'Union européenne. Bon, quant aux États-Unis, traditionnellement, c'est un pays qui ne soutient pas beaucoup l'intégration régionale en Amérique latine, qui préfère une approche par le bilatéral et très centrée sur le libre-échange. C'est ce qu'ils font depuis le début des années 90. Bon, il y a eu cette tentative d'organiser une zone de libre-échange à l'échelle des Amériques qui a échoué, et un repli sur des logiques plus bilatérales. Je crois que Barack Obama va s'inscrire dans cette logique-là, avec un dialogue politique qui est plus facile, je pense, avec l'Amérique latine aujourd'hui. Mais sur le plan du contenu, je ne vois pas de différence majeure. Finalement, il va être aussi préoccupé par la signature de traités de libre-échange. Il y en a déjà pas mal qui sont signés avec l'Amérique centrale, la République dominicaine, etc. Le Chili, le Pérou. L'Asie, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas, disons, de perspective de dialogue autre que celui qui permet, disons, les échanges commerciaux. La Chine est devenue un partenaire extrêmement important pour beaucoup de pays d'Amérique latine. Et la Chine achète évidemment beaucoup de matières premières, beaucoup de produits latino-américains. Donc c'est un partenaire absolument incontournable, mais qui, je dirais, n'intervient pas sur le contenu de l'intégration régionale, qui n'a pas d'ambition de signer un accord autre que du libre-échange, hein, je veux dire par là. Et donc, dans l'avenir, c'est sûr que ça va continuer à être, surtout la Chine, un pays qui va tirer la croissance économique de l'Amérique latine, mais qui ne va pas forcément alimenter l'intégration régionale.